c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que je trouve de plus fondamental en matière d'apprentissage. Je suis convaincue que ça pourra vous aider autant en tant que parent qu'en tant que personne qui encadre des enfants dans leurs apprentissages. Je vous propose donc une série de 4 vidéos, série dans laquelle je vais vous donner le meilleur de ce que j'applique avec ma fille au quotidien, Janae, et ce que je conseille aux parents que j'ai la chance d'accompagner. Dans cette première vidéo, je vais vous partager 10 façons différentes d'apprendre. Ce n'est qu'un aperçu de tout ce qui existe, mais je pense vraiment que ça vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de vos enfants. Dans quelques jours, je vous montrerai comment créer un environnement favorable aux apprentissages. On verra 3 obstacles qui empêchent d'apprendre, ainsi que 6 manières de créer un environnement sain et positif, propice à la réussite et au plaisir dans les apprentissages des enfants bien évidemment. Dans une 3e vidéo, je vous expliquerai les 3 façons de transmettre et d'accompagner les enfants dans leurs apprentissages, mais ça marche aussi avec des adultes. Et pour finir en beauté, dans une dernière vidéo, on verra les 5 critères importants d'un bon outil d'apprentissage. Je suis persuadée que vous allez pouvoir piocher plein d'idées pour développer et déverrouiller des situations qui sont compliquées et qui paraissent même parfois sans issue. Quand je vois le nombre d'enfants qui sont dégoûtés, bloqués ou qui ont jeté l'éponge face aux apprentissages, ça me rend vraiment triste. Sans compter le nombre d'accompagnants et de parents qui se retrouvent totalement démunis avec des enfants en difficulté malgré des efforts, de la bonne volonté ou alors d'autres enfants qui ont carrément décroché et que rien ne semble plus atteindre. Comme tous les parents, j'ai envie que ma fille, Janae, ait un bel avenir et je sais que ça passe entre autres par les apprentissages d'aujourd'hui. Du coup, j'ai à cœur, depuis que Janae est née, en janvier 2012, de tout faire pour qu'elle ne soit jamais dégoûtée des apprentissages comme moi j'ai pu l'être. Et pourtant, j'ai eu un super parcours scolaire, j'étais même souvent qualifiée d'élève modèle. Ce qu'il y a, c'est que le plaisir dans les apprentissages ne dépend pas de nos capacités. On peut avoir de bons résultats et détester apprendre. On peut aussi très bien réussir sa scolarité et ne rien réussir dans la vie, ne pas savoir quoi faire, avoir peu de confiance en soi, n'être motivé par rien. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai toujours été une élève modèle avec de bons résultats scolaires, de beaux bulletins et je passais ma vie à faire tout ce que je pouvais pour faire plaisir autant à mes profs qu'à mes parents. Parce que j'étais persuadée que si je réussissais ma scolarité, je ferais de bonnes études et que j'aurais un métier qui me permettrait de vivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais malheureuse. Parce que je détestais être assise pendant des heures, parce que j'apprenais des choses qui étaient totalement inutiles et qui ne me plaisaient pas du tout, et parce qu'à la fin de ma scolarité, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Franchement, c'est comme si tout ce pourquoi j'avais tenu s'effondrait. Et du coup, j'avais vraiment peur de ne jamais avoir de travail, de me retrouver à la rue. Alors ok, mon vécu est personnel, mais c'est pour vous montrer que même lorsqu'on colle au système scolaire classique, cela ne veut pas dire qu'on y est bien et qu'on est armé pour être un adulte heureux et épanoui. Je pense qu'apprendre ne devrait pas être un mot qui fait mal quand on l'entend. Ça ne devrait pas non plus être associé au mot corvée, au mot obligation ou encore au mot contrainte. Un bébé qui apprend à marcher, qui apprend à dire ses premiers mots ou encore à manger seul avec sa cuillère, pour ce bébé, apprendre c'est quelque chose de cool, de positif, d'enthousiasmant. Il apprend à devenir autonome, tout l'intéresse et il est plus que motivé. La preuve, c'est qu'il y arrive. Alors pourquoi les mécanismes devraient changer quand on grandit ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à un résultat aussi catastrophique quand il s'agit d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire ou à compter ou n'importe quelle autre compétence ? Il peut exister plusieurs causes, mais celle qui me semble la plus importante à prendre en considération, c'est qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Il existe de nombreux critères qui entrent en compte dans notre manière d'apprendre, entre la manière dont on ressent le monde, la manière qu'on a de le comprendre, la façon qu'on a d'intégrer une information, l'intensité avec laquelle on s'intéresse à tel ou tel sujet, la disponibilité de notre cerveau, etc., etc. Alors voilà, moi je me suis focalisée sur 10 façons d'apprendre. Vous vous reconnaîtrez sûrement dans une d'entre elles et peut-être aussi que vous allez réussir à mieux comprendre vos enfants ou les enfants que vous accompagnez. Puisque c'est le sujet de cette vidéo, comment on apprend, voici 10 façons différentes. Et cette liste est bien sûr non exhaustive, mais c'est déjà une super base. Alors premièrement, on apprend par le jeu. Les neurosciences l'ont prouvé, le jeu est la manière d'apprendre naturelle, instinctive, primordiale et nécessaire de notre cerveau. Même les animaux apprennent en jouant. Notre cerveau est calibré pour apprendre par le jeu. Du coup, on pourrait se demander pourquoi on cherche à compliquer les choses. Le jeu n'est pas une option, le jeu est nécessaire. Et si on remettait le jeu au centre de la vie, les apprentissages seraient non seulement beaucoup plus fluides, mais aussi plus fun et surtout plus faciles. Deuxièmement, on apprend par l'observation. Avant de faire, les enfants observent. D'ailleurs, quand ils sont tout petits, on a parfois l'impression qu'ils n'apprennent rien parce qu'on ne les voit pas faire. Mais c'est simplement parce que tout se passe à l'intérieur. Le cerveau lui carbure à 1000 à l'heure. Le moindre geste, la moindre mimique, le moindre mot, les objets, les visages. Le bébé observe tout. Il enregistre les informations, il les trie, il les analyse
et un jour il reproduit. Ensuite, entre 3 et 6 ans, les enfants deviennent de véritables explorateurs. Le monde les attire, ils veulent tout voir, tout toucher, tout observer. En grandissant, l'observation permet déjà de comprendre et d'enregistrer un certain nombre d'informations. Par exemple, quand on observe des personnes jouer à un jeu qu'on ne connaît pas, on cherche à comprendre par nous-mêmes les règles. Un autre exemple, quand on observe un artisan qui est à l'œuvre, on va chercher à décortiquer toutes les étapes et tous les gestes pour visualiser le processus qu'il utilise pour arriver au résultat final qui est attendu. Ou encore un autre exemple, quand on cherche à apprendre à danser, on observe les pas pour ensuite les refaire. L'observation est une façon d'apprendre qui nous rend actifs dans l'interprétation de ce que l'on voit. Troisième manière d'apprendre, par l'expérience. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut vérifier si on a compris et si on a retenu. La théorie ne sert à rien si elle n'est pas mise en application. Chaque nouvelle expérience nous apprend quelque chose à garder, quelque chose à améliorer ou quelque chose à laisser tomber. Entre 6 et 12 ans, la stabilité émotionnelle de l'enfant lui permet de passer du statut d'explorateur au statut de chercheur. Et c'est l'expérience qui va aider à développer l'intelligence. On apprend quatrièmement au travers de l'échec. L'échec n'est pas une fin, l'échec c'est simplement une manière de ne pas réussir. Quand on échoue, on rebondit, on ajuste, on corrige, on rectifie. Il n'y a rien de mal à échouer, l'erreur n'est pas synonyme de nullité. C'est quelque chose qu'on a tendance à croire dans notre culture et notre mentalité française. Mais tout le monde fait des erreurs. Et il faut savoir que les plus grands chercheurs, les plus grands artistes, les plus grands scientifiques, les plus grandes découvertes ont toutes été trouvées suite à de nombreuses erreurs et à des échecs. Donc l'échec permet de trouver une façon qui ne fonctionne pas et donc de se rapprocher de ce qui peut fonctionner. Cinquième manière d'apprendre, grâce à l'échange. Certaines personnes préfèrent apprendre en autonomie, d'autres en groupe. Quoi qu'il en soit, l'échange reste une part importante de l'apprentissage parce que quand on échange, on apprend à formuler et à mettre des mots sur ce qu'on a compris. On apprend aussi à écouter ce que l'autre a compris et du coup à s'habituer aux différents mécanismes de compréhension et d'apprentissage des autres parce que les autres ne fonctionnent pas comme nous. L'échange nous apprend aussi à collaborer pour trouver une solution ensemble. Vous connaissez sûrement le proverbe qui dit que seul on va plus vite mais qu'ensemble on va plus loin. L'échange est important pour confronter nos points de vue, pour bousculer nos schémas de pensée, pour faire des choix dans ce qu'on décide de croire et de faire. L'idée c'est d'être acteur et non passif parce que c'est là qu'on apprend le mieux. D'ailleurs, pour en revenir aux tranches d'âge, à partir de 12 ans, c'est la période où l'enfant, pour se concentrer, a besoin d'un lien d'appartenance, d'un lien social, de solidarité. Et c'est par la mise en commun de bonnes idées que l'activité intellectuelle peut être dynamisée de nouveau. Sixième façon d'apprendre, par le plaisir et la passion. L'amour et le plaisir sont les seuls carburants nécessaires pour faire avancer notre voiture des apprentissages. Lorsqu'on est passionné, l'envie est là, elle est en harmonie avec notre disponibilité cérébrale. Quand une motivation vient de l'intérieur de nous, on apprend vite, on comprend vite, on dépasse les difficultés beaucoup plus facilement et surtout, on s'éclate. Enlevez le plaisir et ça devient une corvée. Surtout que sans plaisir, le cerveau se bloque. On devient alors hermétique aux apprentissages. Alors essayer d'apprendre facilement dans un contexte où le plaisir est absent, c'est un peu comme essayer de rentrer dans une maison quand une porte est fermée à clé. Septièmement, on apprend grâce à nos 5 sens. On n'apprend pas tous de la même manière, mais ce qui est génial, c'est que nos sens nous aident et selon les personnes, l'un ou l'autre des sens sera plus développé et facilitera la compréhension et l'apprentissage. Parfois, ça peut paraître injuste, certaines personnes sont plus chanceuses et sont autant réceptives à l'un des sens qu'aux autres. C'est donc plus facile pour elles d'enregistrer des informations. Mais quoi qu'il en soit, c'est à vous de trouver pour vous-même et pour chaque enfant que vous accompagnez à quel sens il est le plus sensible. Parmi les 3 suivants, le sens kinesthésique, pour apprendre, l'enfant a besoin de toucher, de bouger, de manipuler. Le sens visuel, pour apprendre, l'enfant a besoin de voir des schémas, des titres et des sous-titres en couleur et en gras, les mots importants qui sont surlignés, des mind maps ou encore des graphiques et des illustrations, etc. Ou encore le sens auditif. Pour apprendre, l'enfant a alors besoin d'écouter, de lire et de répéter à haute voix, parfois même de mettre les mots importants sur un certain rythme ou pourquoi pas en musique. 8e façon d'apprendre, en fonction de notre type d'intelligence. Vous en avez sûrement entendu parler. Howard Gardner a mis en évidence plusieurs types d'intelligence. Les voici très rapidement. L'intelligence logico-mathématique est le fait d'être à l'aise avec les chiffres, les problèmes à résoudre, d'être logique, de chercher des explications à tout, etc. L'intelligence visuelle spatiale est la capacité à percevoir le monde avec précision, à visualiser les profondeurs, les plans, les directions et de savoir s'orienter.
L'intelligence verbale et linguistique et l'intelligence des mots. Lire, écrire et parler sont des notions faciles pour ceux qui développent cette intelligence naturellement. L'intelligence musicale est le fait d'être sensible et doué pour reconnaître et reproduire les rythmes, les structures musicales et les mélodies. L'intelligence kinesthésique, c'est la faculté d'être habile avec son corps autant dans le sport, la danse que dans toutes les activités manuelles comme la menuiserie, la couture ou la pâtisserie, pour ne citer que 3 exemples. L'intelligence naturaliste, c'est l'intelligence liée à la reconnaissance et à la classification des espèces animales et végétales. C'est aussi le fait d'être doué avec tout ce qui touche à la nature, de près ou de loin, le corps humain, l'élevage, la géologie, etc. L'intelligence interpersonnelle est l'aptitude à entrer en relation avec les autres, à s'adapter aux différentes personnes, à créer du lien et à aider les autres. Alors que l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité à se connaître soi-même, autant les points forts que les points faibles, et à prendre le temps de se poser seul pour gérer ses propres émotions. Vous le savez, certaines intelligences sont facilement favorisées et encouragées à l'école. Et pourtant, il n'y a pas une intelligence au-dessus des autres, toutes ont leur raison d'être et devraient être valorisées à leur juste valeur. Et c'est justement lorsqu'on trouve le type d'intelligence d'un enfant qu'on peut l'aider à se valoriser. 9e point, on apprend en fonction de notre profil d'identité. Encore quelque chose qui varie selon les individus. Là, c'est Jean-François Michel qui a mis ça en évidence. Attention, il ne s'agit pas de profil d'identité, mais vraiment du comportement en situation d'apprentissage. Il existe plusieurs manières de se comporter lorsqu'on apprend. L'intellectuel, par exemple, aime réfléchir et être au calme. Il fait une chose à la fois. Il a du mal à exprimer ses émotions. Le dynamique, lui, il a peur de l'échec. Il est obsédé par le fait de faire des choses, d'agir. Il aime beaucoup parler et il a besoin de beaucoup de reconnaissance. L'aimable est très sociable et a besoin d'aider les autres. Le stress et la pression le bloquent. Le perfectionniste, lui, aime l'ordre et l'autorité. Il a besoin de maîtriser ce qu'il fait et il est très critique autant envers lui-même qu'envers les autres. L'émotionnel aime se distinguer des autres, il recherche l'originalité et le beau. Il développe d'ailleurs souvent un côté artistique et ses émotions sont beaucoup plus fortes que chez les autres. L'enthousiaste a besoin de faire plusieurs activités pour le plaisir. Il a du mal à finir ce qu'il commence et il déteste les règles. Et enfin, le rebelle aime les défis difficiles. Il va jusqu'au bout. Il apprécie les vrais chefs et il a besoin de tester l'autorité pour voir si celle-ci est bien utilisée. Voici la 10e façon d'apprendre. On apprend en fonction de ce qui nous motive. On a tous des choses qui nous motivent nous et pas les autres. Qu'est-ce qui entre en considération? Voici 4 éléments de motivation qui répondent à 4 questions. Question numéro 1, quelle utilité? Si ce que je vais découvrir et apprendre ne me sert à rien de manière concrète, alors c'est pas la peine, je ne vais pas apprendre. En revanche, si j'en ai besoin pour une application réelle et tangible, alors je vais apprendre facilement. Certaines personnes ne sont motivées que par cette question. Quelle utilité? Deuxième question, vais-je apprendre? Certaines personnes aiment apprendre juste pour le plaisir d'apprendre, parce que ça augmente leur connaissance, leur culture générale et parce qu'elles prennent plaisir simplement dans le fait d'acquérir une nouvelle connaissance. Du coup, apprendre, c'est à la fois le résultat et la motivation. Pour ces personnes, s'il n'y a pas assez de nourriture consistante pour le cerveau, l'ennui prend la place et donc c'est le décrochage assuré. Troisième question, avec qui? Il y a 2 effets possibles pour les personnes qui accordent beaucoup d'importance à la personne qui va les accompagner dans les apprentissages. Soit ils sont enchantés parce que la personne leur plaît dans sa manière de transmettre, soit ils sont dégoûtés parce que la personne est blasée ou pas assez passionnée par ce qu'elle transmet. C'est à double tranchant. Autant une personne géniale peut faire aimer à n'importe qui une matière peu attirante, autant une matière passionnante peut devenir une véritable corvée à cause d'une personne qui est blasée. Donc beaucoup de personnes sont sensibles à cette source de motivation. Avec qui? Question 4. Où ça se situe? Certaines personnes sont motivées par le fait de savoir exactement dans quel plan l'apprentissage se situe pour suivre leur progression. Pour suivre leur progression. Elles ont besoin de savoir d'où elles partent, quel est l'objectif final et toutes les étapes pour arriver à cet objectif. Sans ça, c'est un peu comme si elles picoraient par-ci par-là, ce qui ne les satisfait pas et du coup, ça va les fatiguer. Voilà, je viens de vous présenter 10 façons différentes d'apprendre, 10 éléments qui entrent en compte dans le processus d'apprentissage de chacun. Vous l'avez compris, c'est pas facile de trouver 2 personnes qui fonctionnent exactement pareil. On réalise d'autant mieux pourquoi parfois un enfant galère sur une notion quand d'autres trouvent ça trop facile. Parce qu'il n'y a pas une seule manière d'apprendre qui soit mieux qu'une autre, il y a juste une grande diversité dont on devrait tenir compte. Quand on prend conscience de tout ça, on réalise que par notre propre comportement, on peut soit favoriser un apprentissage pour certains, ou alors le bloquer pour d'autres. Alors est-ce qu'on peut adapter chaque chose à chaque enfant?
Ça paraît un peu compliqué, voire impossible. Mais bon, surtout pas de panique parce que dans quelques jours, je partagerai avec vous comment faire pour que les apprentissages restent un plaisir pour tout le monde. Ce sera le thème de la deuxième vidéo. En attendant, je vous laisse la parole. Dites-moi en commentaire comment vous apprenez. Une fois votre commentaire validé, vous recevrez le résumé de cette vidéo pour pouvoir utiliser au quotidien chacun des points que j'ai abordés. Et surtout, je vous encourage à partager cette vidéo autour de vous afin qu'un maximum de personnes prennent conscience de l'importance des différences dans les manières d'apprendre. Moi, j'ai vraiment hâte de lire comment vous apprenez, de voir la beauté dans la diversité. Et je vous retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo dans laquelle je vous dévoilerai en détail comment créer un environnement favorable aux apprentissages. Je vous dis à très vite pour la suite. Just begun. Yeah, the best